Chapitre 1. Scénario. Du sommet de l'un des pics de la Serra do Sorgao descend un filet d'eau qui se dirige vers le nord, et grossi par les sources qu'il reçoit au cours de ces 10 lieues, devient un fleuve imposant. C'est le Paquet. Bondissant de cascade en cascade, se tordant comme un serpent, il va ensuite s'étirer paresseusement dans la plaine et se déverser dans le Paraíba, qui roule majestueusement dans son vaste lit. On dirait que, vassal et tributaire de ce roi des eaux, le petit fleuve fier et arrogant face aux rochers s'incline humblement aux pieds de son suzerain. Il perd alors sa beauté sauvage. Ses ondes deviennent calmes et sereines comme celles d'un lac, et ne se révolte plus contre les barques et les canoës qui glissent sur elles. Esclave soumis, il endure le fouet de son maître. Ce n'est pas en cet endroit qu'il doit être vu, mais bien 3 ou 4 lieues au-dessus de son embouchure, où il est encore libre, comme le fils indompté de cette patrie de la liberté. Là, le Paquet se précipite avec rapidité dans son lit, traverse les forêts comme le tapir, écumant, laissant des mèches de son pelage épars sur les pointes des rochers, et remplissant la solitude du fracas de sa course. Soudain, l'espace lui manque, la terre se dérobe. Le fleuve orgueilleux recule un instant pour concentrer ses forces, puis se précipite d'un seul élan, comme le tigre sur sa proie. Ensuite, fatigué de cet effort suprême, il s'étend sur la terre et s'endort dans une belle cuvette que la nature a formée, et où elle le reçoit comme dans un lit nuptial, sous les rideaux de lianes et de fleurs sauvages. La végétation de ces parages déployait autrefois tout son luxe et sa vigueur. Des forêts vierges s'étendaient le long des rives du fleuve, qui coulaient au milieu des arcades de verdure et des chapiteaux formés par les éventails des palmiers. Tout était grand et pompeux dans le décor que la nature, sublime artiste, avait préparé pour les drames majestueux des éléments, où l'homme n'était qu'un simple comparse. En l'an de grâce 1604, le lieu que nous venons de décrire était désert et inculte. La ville de Rio de Janeiro avait été fondée depuis moins d'un demi-siècle, et la civilisation n'avait pas encore eu le temps de pénétrer l'intérieur. Cependant, on voyait sur la rive droite du fleuve une maison large et spacieuse, construite sur une éminence et protégée de tous côtés par une muraille de rochers à pic. L'esplanade sur laquelle était bâti l'édifice formait un demi-cercle irrégulier qui mesurait tout au plus 50 brasses carrées. Du côté du nord se trouvait une sorte d'escalier de dalles, fait moitié par la nature et moitié par l'art. En descendant 2 ou 3 des larges marches de pierre de cet escalier, on trouvait un pont de bois solidement construit sur une fissure large et profonde qui s'ouvrait dans le rocher. En continuant à descendre, on arrivait au bord du fleuve, qui formait une gracieuse courbe, ombragée par de grands gameléras et angelins qui poussaient le long des rives. Là encore, l'industrie de l'homme avait habilement profité de la nature pour créer des moyens de sécurité et de défense. Des 2 côtés de l'escalier s'étendaient 2 rangées d'arbres qui, s'élargissant progressivement, allaient se refermer comme 2 bras sur le sein du fleuve. Entre les troncs de ces arbres, une haute clôture d'épineux rendait cette petite vallée impénétrable. La maison était édifiée selon l'architecture simple et grossière que présentent encore nos habitations primitives. Elle avait 5 fenêtres sur la façade, basses, larges, presque carrées. Du côté droit se trouvait la porte principale de l'édifice, qui donnait sur une cour entourée d'une palissade couverte de melons sauvages. Du côté gauche s'étendait jusqu'au bord de l'esplanade une aile du bâtiment, qui ouvrait 2 fenêtres sur le précipice rocheux. Dans l'angle que cette aile formait avec le reste de la maison, il y avait ce que nous appellerons un jardin, et qui était en effet une gracieuse imitation de toute la nature riche, vigoureuse et splendide que le regard embrassait du haut du rocher. Fleurs sauvages de nos forêts, petits arbres au feuillage dense, un tapis d'herbe, un filet d'eau feignant d'être un fleuve et formant une petite cascade. Tout cela, la main de l'homme l'avait créé dans ce petit espace avec un art et une grâce admirables. À première vue, en regardant ce rocher de la hauteur de 2 brasses, d'où se précipitait un ruisseau de la largeur d'un verre d'eau, et ce monticule d'herbe qui n'avait guère plus que la taille d'un divan, il semblait que la nature s'était faite enfantine et s'était appliquée, par caprice, à créer une miniature. Le fond de la maison, entièrement séparé du reste de l'habitation par une clôture, était occupé par 2 grands entrepôts ou cases d'esclaves, qui servaient de demeure aux aventuriers et aux gens de la suite. Enfin, à l'extrémité du petit jardin, au bord du précipice, on voyait une cabane de chaume dont les poteaux étaient 2 palmiers nés entre les fissures des pierres. Les bords du toit descendaient jusqu'au sol. Un léger sillon empêchait les eaux de pluie d'entrer dans cette habitation sauvage. Maintenant que nous avons décrit l'aspect du lieu où doit se dérouler la plus grande partie des événements de cette histoire, nous pouvons ouvrir la lourde porte de Jacaranda qui sert d'entrée et pénétrer à l'intérieur de l'édifice. La salle principale, celle que nous appelons ordinairement la salle de devant, respirait un certain luxe qui paraissait impossible à cette époque dans un désert tel qu'était alors cet endroit. Les murs et le plafond étaient blanchis à la chaux, mais entourés d'une large frise peinte à fresque. Dans les espaces entre les fenêtres pendaient 2 portraits représentant un vieux gentilhomme et une dame également âgée. Au-dessus de la porte centrale était peint un blason sur un champ de 5 coquilles d'or disposées en croix entre 4 roses d'argent sur pâle et face. Sur l'écu, formé par une bande d'argent bordée de rouge, on voyait un aume d'argent, un lambrequin d'or et d'azur, et pour signer la moitié d'un lion d'azur portant une coquille d'or sur la tête. Un large rideau de damas rouge, où se reproduisait le même blason, cachait cette porte, qui s'ouvrait rarement et donnait sur un oratoire. En face, entre les 2 fenêtres du milieu, se trouvait un petit dé fermé par des rideaux blancs à embrasses bleues. Des chaises de cuir à haut dossier, une table de jacaranda aux pieds tournés,
Une lampe d'argent suspendue au plafond constituait le mobilier de la salle, qui respirait un air sévère et triste. Les appartements intérieurs étaient du même goût, sans les décorations héraldiques. Dans l'aile du bâtiment, cependant, l'aspect changeait soudainement et était remplacé par quelque chose de capricieux et de délicat qui révélait la présence d'une femme. En effet, rien n'était plus charmant que cette alcôve, où les brocarts de soie se confondaient avec les belles plumes de nos oiseaux, entrelacés en guirlandes et festons le long du bord du plafond et de la coupole du baldaquin d'un lit posé sur un tapis de peaux d'animaux sauvages. Dans un coin pendait au mur un crucifix d'albâtre, au pied duquel se trouvait un escabeau de bois doré. Non loin, sur une commode, on voyait une de ces guitares espagnoles que les gitans introduisirent au Brésil lorsqu'ils furent expulsés du Portugal, ainsi qu'une collection de curiosités minérales aux couleurs délicates et aux formes étranges. Près de la fenêtre se trouvait un meuble que l'on ne pouvait définir au premier regard. C'était une sorte de lit ou de sofa en paille teinte de diverses couleurs et entremêlé de plumes noires et écarlates.